Merci à tous d'être là ce soir. Cette soirée de débat s'inscrit dans notre soirée mensuelle consacrée à l'analyse critique de l'actualité. Et donc on organise aussi des formations tous les mois aussi sur des grands sujets d'actualité. Depuis son déclenchement en fin 2014, le conflit yéménite qui a déclenché suite à l'intervention de la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis a déclenché une situation humanitaire dramatique avec la plus grande épidémie de choléra jamais déclenchée, avec 1 million de personnes infectées sur 3 millions. Une famine qui touche 70% de la population en raison du blocus maritime et aérien imposé par l'Arabie Saoudite. Une destruction massive des infrastructures civiles, plus de 10 000 morts officiellement recensés, dont une majorité de civils, et une disparition des structures étatiques qui fait le lit des groupes pratico-salafistes notamment. Dans ce contexte, la question de la responsabilité occidentale dans ce désastre est posée, puisque le matériel utilisé provient essentiellement de l'Occident, et que la coalition arabe peut compter sur le transfert d'armes et sur les soutiens logistiques de plusieurs pays occidentaux, au premier rang desquels les USA, le Royaume-Uni et la France. Alors, en tant qu'association d'éducation permanente attachée à la solidarité internationale, Attaque Bruxelles a pensé que c'était dans son rôle de contribuer d'une part à décrypter ce conflit particulièrement complexe et d'autre part d'explorer les perspectives pour le mouvement pour la paix et le respect des droits de l'homme. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Tirnon, qui est donc chercheur au groupe de recherche sur la paix et la sécurité, le GRIP, et qui est notamment auteur d'une étude sur ce conflit, et qui commencera par nous donner des clés de compréhension pour décrypter ce conflit éminemment complexe. J'ai également le plaisir d'accueillir Samuel Legros, qui est chargé de plaidoyer politique à la Coordination nationale des associations pour la paix et la démocratie, la CNAPD, et qui nous parlera des responsabilités et de l'implication indirecte de la Belgique dans le conflit yéménite à travers la vente de matériel militaire à l'Arabie Saoudite et plus largement du rôle de la responsabilité des pays occidentaux dans ce conflit. Bonsoir à tous. Déjà merci à Attaque. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro, à mon avis. Ouais, c'est bien pour la caméra. Okay. Déjà merci à vous tous d'être présents. Merci à Attaque pour l'invitation. Je m'appelle Christophe Tirnon. J'ai effectivement réalisé une étude pour le GRIP sur la guerre oubliée du Yémen. Ma présentation aujourd'hui tire en grande partie des informations de ce rapport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. On est aussi une d'éducation permanente, un groupe de recherche indépendant basé à Bruxelles. Nous travaillons sur toutes les thématiques liées au transfert d'armes, au contrôle des exportations, mais également à la gouvernance en Afrique, la sécurité maritime en Asie-Pacifique et les questions de défense et de politique de sécurité européenne. Toutes nos recherches, la plupart de nos recherches sont disponibles sur notre site internet, que ce soit des notes d'analyse, des éclairages, ou bien notre collection de rapports dont je vais vous parler aujourd'hui, le rapport sur le Yémen. Je suis désolé, vous voyez qu'il y a des petits problèmes de compatibilité entre les versions de PowerPoint, donc je m'excuse d'avance. Alors, je vais commencer par une question. C'est pas moi qui la pose, c'est un chercheur français, mais elle est très éloquente. Cette question est la suivante. Pourquoi au Yémen, la population de l'un des pays les plus pauvres de la planète est-elle aujourd'hui bombardée depuis près de 3 années avec le soutien des Occidentaux par l'un de ses plus riches voisins? Donc cette question résume à elle seule la difficulté de comprendre aussi bien les origines, les dynamiques à l'œuvre et les enjeux du conflit au Yémen. Cette complexité explique notamment en partie le relatif désintérêt que suscite la crise yéménite dans les médias occidentaux, bien que celle-ci soit très probablement la pire crise humanitaire au monde. Alors, plusieurs éléments peuvent expliquer l'apparente complexité du conflit yéménite. Premièrement, le conflit révèle une multitude de fractures au sein de la population yéménite, des fractures qui sont à la fois l'héritage d'événements récents et d'une histoire séculaire. Deuxièmement,
un conflit qui était avant toute chose l'expression de tensions locales a pris des dimensions régionales et aujourd'hui mondiales. Ce qui fait que, troisièmement, le conflit est caractérisé par une multitude d'acteurs qui s'associent ou se combattent dans des alliances improbables, opportunistes et changeantes. Donc, ma présentation, dans le cadre de notre présentation, je vais essayer d'aborder très rapidement l'histoire du Yémen. Alors, bien entendu, on pourra faire une présentation de 3 heures uniquement là-dessus, mais je vais essayer de brosser les éléments qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que la situation est aussi compliquée et tendue aujourd'hui. Je vais ensuite aborder un par un les principaux protagonistes du conflit aujourd'hui, les protagonistes locaux et régionaux et mondiaux, pour ensuite décrire quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain. Alors je voudrais d'abord dire, avant toute chose, que je ne suis pas un expert sur le Yémen. Je ne suis pas un chercheur sur les études arabes ou sur le monde arabe. J'ai été amené à effectuer une recherche sur la situation au Yémen dans le cadre de mes travaux sur la problématique des exportations d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, par les pays occidentaux. Donc c'est plus par ricochet que j'ai été amené à m'intéresser à la question du Yémen. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la République du Yémen telle qu'elle subsiste tant bien que mal aujourd'hui est née il n'y a pas tellement longtemps, il y a moins de 3 siècles, en 1990, de la réunion du Yémen du Sud et du Yémen du Nord. Du siècle, oui. Le Yémen du Nord prend le nom de République arabe du Yémen en 1962, après l'abolition d'un régime monarchique et théocratique zaïdite et une domination ottomane de plusieurs décennies. La partie sud du Yémen, quant à elle, se forme en 1967, un petit peu plus tard, sur le territoire qui correspond alors à l'ancienne colonie britannique. Le Yémen du Nord et le Yémen du Sud connaîtront chacun une guerre civile et s'affronteront à 2 reprises avant de s'unifier sous la bannière d'un seul pays. Alors, signe d'une unification compliquée des 2 Yémen, le jeune pays connaît son premier épisode de violence dès 1994 entre les fédéralistes au nord et le mouvement socialiste séparatiste au sud. Un autre épisode de violence verra différentes factions s'opposer pendant 6 ans, entre 2004 et 2010. Ça s'appelle la guerre de Sada. Et enfin, la guerre actuelle qui déchire le Yémen depuis 2015. Alors, comment a éclaté concrètement le dernier épisode de violence? Il s'agit principalement de l'échec d'une transition politique. Donc dans la foulée des printemps arabes qui ont secoué plusieurs pays de la région en 2011, la pression populaire animée par une jeunesse révolutionnaire et suivie par plusieurs mouvements politiques au Yémen font chuter le pouvoir en place, qui est en place depuis 33 ans. Alors un accord de transition prévoit la création d'un gouvernement de réconciliation nationale. Donc, sans rentrer dans les détails, celui-ci ne parvient pas à pacifier le pays et créera même les conditions nécessaires pour le déclenchement d'un nouveau cycle de violence. Alors, qui sont les acteurs du conflit aujourd'hui? Ce ne sont pas des acteurs, pour certains sont là depuis extrêmement longtemps. Alors, d'abord, il y a les 2 principaux acteurs qui sont Ali Abdullah Saleh et Abdo Rabou Mansour Hadi, donc Saleh et Hadi. Saleh, jusqu'à sa mort très récente en décembre 2017, il a été l'homme fort du Yémen. Il a d'abord été président du Yémen du Nord dès 1978 et jusqu'à l'unification des 2 Yémen en 1990. Et ensuite, il deviendra le président du Yémen unifié jusqu'à sa chute en 2012.
Hadi lui venait du Yémen du Sud. Il a été notamment actif pendant la guerre civile du Yémen du Sud en 85-86. Il fuira d'ailleurs au nord suite à cette guerre civile. Il deviendra en 1994 le ministre de la Défense de Saleh, aux côtés duquel il sera actif dans la guerre civile de 1994. Il deviendra ensuite son vice-président jusqu'en 2012 pour enfin lui succéder à la présidence du Yémen suite à l'accord politique de transition. Il est aujourd'hui toujours le président internationalement reconnu du Yémen, bien qu'il soit forcé de gouverner depuis, de ce qui reste à gouverner, et ce sur quoi il a encore un contrôle, depuis une enclave ultra sécurisée de la ville portuaire d'Aden, au sud du Yémen, qui est la deuxième ville du pays. Alors, on voit ici, donc on voit ici les deux acteurs sur la ligne du temps. Ensuite, autre acteur clé du conflit actuel, Abdul Malik al-Houthi, qui est le chef du mouvement Houthi. Les Houthis sont des Yéménites de confession zaïdite. Ils ont d'abord été une force politique dans les années 90, mais une stratégie de stigmatisation et de confessionnalisation menée par le président Saleh pousse une partie d'entre eux dans la contestation politique et puis dans la confrontation armée. Et donc ils s'affronteront lors de 6 campagnes militaires extrêmement brutales entre 2004 et 2010. Donc durant les guerres de Sada. En 2014, les Houthis et Saleh, les ennemis d'alors, s'allient dans une alliance improbable pour chasser Hadi, qui vient fraîchement d'être arrivé au pouvoir. Alors ils prennent le contrôle de la capitale Sanaa et d'une majeure partie du territoire du nord du Yémen. Cette alliance improbable entre les deux ennemis de toujours ne fera pas long feu, puisque Saleh sera tué par les Houthis à Sanaa, la capitale, en décembre, il y a à peu près un peu moins de 2 mois. Autre acteur national, si je puis dire, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Alors un mot sur Aqpa, très rapidement. Donc, Aqpa est considérée comme la branche la plus active et puissante de la franchise Al-Qaïda. Et le Yémen est depuis très longtemps un refuge pour les cadres d'Al-Qaïda. La guerre contre le terrorisme que mènent les États-Unis depuis 2002 au moyen de ces drones n'ont eu que peu d'impact sur les capacités opérationnelles de l'organisation, qui garde une solide assise locale et une certaine popularité. Et Aqpa est probablement le principal bénéficiaire de l'effondrement des structures et des institutions yéménites et du vide sécuritaire qui a été créé par l'intervention militaire de 2015. Les deux acteurs suivants dont je vais parler sont Mohammed bin Salman et Mohammed Ben Zayed, MBS et MBZ comme on les appelle, qui sont donc MBS est le jeune vice-prince héritier d'Arabie Saoudite et son homologue émirati MBZ. Ce sont eux qui sont à l'origine et à la manœuvre de l'intervention militaire d'une coalition internationale au Yémen lancée en 2015 à la demande du président Hadi. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite intervient sur le territoire yéménite, c'est même la 3e fois. L'Arabie Saoudite était déjà intervenue lors de la guerre civile du Yémen du Nord suite à son indépendance au début des années 60. L'Arabie Saoudite avait déjà soutenu le gouvernement en place de Saleh et Hadi contre les Houthis pendant la guerre de Sada, avait notamment bombardé la ville de Sada. Donc rien
de neuf ici. Ce n'est pas une nouveauté, l'intervention saoudienne au Yémen. Mais je vais revenir sur la coalition plus tard. Avant-dernier acteur, les États-Unis. Donc le soutien militaire, logistique et de renseignement des États-Unis en particulier, mais d'un nombre important de pays occidentaux également, est déterminant et en fait même indispensable pour la conduite des opérations militaires de la coalition au Yémen. Il apparaît clair que si cette assistance militaire ou même logistique en termes d'armement s'arrête, la coalition saoudienne ne pourrait mener des opérations plus que pendant quelques semaines. Enfin, la République islamique d'Iran. Le degré d'implication militaire de l'Iran au Yémen, ainsi que la nature de ses relations avec les Houthis, est sujet à vif débat. Pour certains, ce lien est indéniable et justifie donc une intervention contre les Houthis. Pour d'autres, il n'y aurait pas de lien organique entre les deux. La réalité se situe probablement entre les deux. Ce qui apparaît certain, c'est que le soutien iranien ne semble pas en mesure de modifier les rapports de force sur le terrain, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'ascension et la vitalité du mouvement Houthi s'expliquerait davantage pour des raisons propres au contexte local yéménite, contrairement au président Hadi, qui ne doit sa survie et son maintien au pouvoir qu'à l'intervention et au soutien de la coalition. Alors, comme je l'ai dit, en mars 2015, le conflit s'est internationalisé avec le déclenchement d'une opération militaire par l'Arabie Saoudite, qui, suite à une demande explicite du président internationalement reconnu Hadi, qui a été obligé de fuir d'abord à Aden et puis en Arabie Saoudite, met sur pied une coalition de pays majoritairement arabes sunnites pour ramener Hadi au pouvoir et contrer l'avancée des Houthis. Alors, cette coalition est composée de l'Égypte, de la Jordanie, du Maroc, du Koweït, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Soudan. Le Pakistan s'est rapidement retiré de la coalition et le Qatar, suite à la crise diplomatique, a été écarté de la coalition en juin 2017. Alors cette intervention consiste principalement en trois choses. Un blocus naval, une campagne de bombardement aérien et un soutien à divers groupes armés locaux, avec une présence sur place assez limitée pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, un petit peu plus au niveau des Émirats arabes unis, notamment au travers de mercenaires, mais le nombre d'hommes reste extrêmement limité. Alors la coalition, c'est pourquoi elle est la plus connue malheureusement, ce sont ses frappes aériennes. Hein. Elle en aurait mené plus de 15 000 depuis le début du conflit. Elles sont la principale cause de morts civiles parmi la population yéménite. La coalition est accusée de bombarder de manière indiscriminée des zones urbaines densément peuplées, de délibérément viser des civils et des cibles civiles, des biens et de bien d'autres violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation juste pour ça. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Yémen? Globalement, c'est une impasse militaire, c'est une catastrophe humanitaire et un casse-tête politique. Le conflit, ça fait 3 ans qu'il a démarré quasiment, et les lignes de front sont figées depuis bien longtemps, dans une configuration qui ressemble fortement à la division du Yémen lorsqu'il était scindé en 2 États distincts il n'y a pas tellement longtemps. Aujourd'hui, ce qui est certain, et peu de gens sont convaincus de l'opposé, c'est qu'une issue militaire est improbable. Malheureusement, aujourd'hui, la coalition semble persister dans une stratégie dont les seuls résultats qu'ils atteignent, c'est la destruction du système économique, de gouvernance et de sécurité du Yémen. Alors que la situation était déjà très problématique avant le début de la guerre pour la population civile, la guerre est venue à plonger le pays dans, comme je l'ai dit en introduction,
la plus grosse crise humanitaire au monde, où le choléra et la famine planent au-dessus de millions de Yéménites. Alors pour ajouter au problème, le blocus maritime imposé par la coalition rend extrêmement aléatoire et difficile l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations les plus vulnérables. Enfin, le casse-tête politique, et là aussi ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part, mais en gros, les 7 tentatives de cessez-le-feu qui ont eu lieu les premières années du conflit ont toutes échoué, et aujourd'hui une solution politique au règlement du conflit, même si c'est la seule solution possible, on est d'accord, apparaît très éloignée, tant les parties semblent même incapables de discuter ou de faire des concessions. Alors la mort de Saleh en décembre 2017 signifie que les Houthis se dirigent peut-être vers le plein pouvoir dans le nord du pays. Et pendant ce temps-là, l'instabilité et la crise ravivent un peu les espoirs indépendantistes au sud. Et donc ces mouvements montrent leurs muscles et des affrontements ont lieu régulièrement, notamment à Aden, entre ces mouvements indépendantistes, dont certains sont soutenus par les Émirats arabes unis, et les forces plus ou moins régulières, qui sont toujours fidèles au président Hadi, soutenues par l'Arabie saoudite. Alors maintenant, quand on a les questions tribales, les questions sectaires, les questions antiterroristes, et maintenant indépendantistes qui viennent se superposer au Yémen, c'est la survie même du pays en tant qu'entité unifiée qui apparaît en jeu. Enfin, en transition avec la prochaine présentation, si la responsabilité première de la catastrophe qui se déroule actuellement au Yémen est en premier lieu, incombe en premier lieu aux différentes parties au conflit sur place, les États impliqués dans la production et dans le commerce des armes endossent également une responsabilité, un certain niveau de responsabilité politique, morale et légale, en raison des conséquences dramatiques liées à l'usage qui est fait de leurs armes. Et je vais en rester là. Bien entendu, on pourra peut-être poser des questions soit maintenant, soit après. Le rapport avec beaucoup plus de détails sur la situation, j'ai quelques exemplaires ici, il est en vente à 8 €, ça permet également de soutenir nos travaux. Donc voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation très claire qui nous donne pas mal de clés de lecture pour décomplexifier ce conflit, enfin, la compréhension du conflit plutôt. Je laisse la parole à Samuel. Ouais. Bonjour à tous. Comme Grégory vous l'a dit, je travaille à la CNAPD, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie, qui est une plateforme de 40 organisations qui militent, sensibilisent contre la guerre, pour la paix, et qui vise à rechercher les causes des conflits et ce qui pourrait les éviter. Voilà, si Christophe vous a avoué ne pas être un spécialiste du Yémen, je dois du coup vous dire que je le suis encore moins que lui. Je ne sais pas comment je le sens ici. Pardon, je fais des choses à voilà, je le suis encore moins que lui. D'ailleurs, cette présentation va prolonger la présentation de Christophe. Et d'ailleurs, je puise beaucoup des éléments dans l'étude qu'il vous a présentée à la fin de sa présentation. Même si voilà, j'ai essayé d'aller recouper, d'actualiser un petit peu et d'aller voir aussi sur d'autres faits que je peux vous présenter. Voilà. Alors, je vais directement commencer avec une réflexion. Donc, la présentation de Christophe était extrêmement claire et il nous apprend qu'il y a énormément de raisons de parler de ce conflit, de s'indigner vis-à-vis de lui, et peut-être que nos représentants politiques ou les observateurs médiatiques puissent avoir des choses à dire, à traiter, à revendiquer autour de la thématique. Or,
la présentation de Christophe s'appelait très justement le Yémen, la guerre oubliée. Donc voilà, ça c'est une première réflexion dans le cadre d'une présentation sur les complicités et les responsabilités occidentales. Une première question, c'est comment se fait-il, particulièrement en France, pour nous qui sommes francophones, vous le verrez au long de la présentation, que la France a aussi une part de responsabilité assez grande dans l'approfondissement et l'aggravement du conflit au Yémen. Comment se fait-il que, par exemple, des journalistes en France ne prennent pas plus de fois l'occasion de demander des comptes aux représentants politiques ou bien juste de traiter du conflit? C'est une question qui mérite, à mon avis, d'être posée, surtout quand on voit l'indignation ou les discussions qui peuvent s'organiser autour d'autres conflits qui sont tout aussi cruels que celui-là, avec des conséquences tout aussi désastreuses. Voilà, je n'aurai pas de réponse, c'est juste une question comme ça qui m'a animé au moment où j'ai préparé cette présentation. Sans qu'il y ait de lien directement évidemment avec cette première question, je voudrais juste rappeler que si le Yémen fait manifestement l'objet d'une indifférence dans l'opinion publique, en tout cas occidentale, je rappelle que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que le Yémen se trouve au pourtour d'un nœud géostratégique crucial pour le commerce maritime international, qui est le détroit de Bab el-Mandeb, donc qui fait la jonction entre l'océan Indien et la mer Rouge. Un intérêt d'autant, si important qu'il y a actuellement 3 opérations qui se superposent, 3 opérations militaires qui se superposent dans cette région, donc vraiment au large du Yémen. La première, c'est l'opération de l'OTAN qui a commencé en 2008, qui s'appelle Ocean Shield. La deuxième, c'est l'opération Atalanta de l'Union européenne, qui est soutenue par beaucoup de pays à l'international, dont notamment, je vous cite ici le Chili, la Colombie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande. Je pourrais aussi citer par exemple l'Ukraine ou la Serbie, qui sont aussi partis à cette mission de l'Union européenne. Et alors, là, une autre mission proprement américaine, donc Joint CTF, je ne sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, c'est la dénomination officielle de certaines opérations américaines. Donc, qui fait sa propre opération parallèle à celle de l'OTAN, avec d'autres pays aussi internationaux, comme la Corée, la Turquie et Singapour. Celle-là aussi depuis 2000. Voilà, il y a le monde entier qui se retrouve au large du Yémen à protéger donc, le détroit de Bab el-Mandeb et la circulation des voies dans cette région-là, puisque toutes ont pour cadre de légitimation politique le fait de lutter contre la piraterie. Voilà. Après, vous pourrez aller voir à quoi ressemblent les pirates qui partent de la Somalie, mais à mon avis, ils ne nécessitent quand même pas 3 missions depuis 10 ans chacune, quasiment, et qui, je vous dis, il y a une 50aine de pays qui sont partis à cette opération-là. Voilà, alors Christophe l'a dit aussi, le Yémen, je fais bien un lien de causalité entre les différents points ici, hein. Je vous les laisse en vrac, après on pourra en discuter si vous voulez. Le Yémen, comme l'a dit Christophe, est un point névralgique de la stratégie de lutte contre la guerre contre le terrorisme qui a été lancée par George Bush le lendemain des attentats du 11 septembre. D'ailleurs, George Bush, je pense, avait participé à l'installation d'une base militaire au Yémen, la base de Al-Anad, qu'ils ont dû déserter suite à l'avancée des Houthis. Voilà, ça c'est quelques réflexions liminaires juste pour placer le cadre dans lequel je voulais situer ma présentation. Alors ici, sous le site soutien diplomatique et politique, je vais vous refaire très rapidement la manière dont le Conseil de sécurité des Nations Unies s'empare du sujet du Yémen, pour rappeler dans quel cadre politique international on se trouve, de manière extrêmement schématique, je le rappelle. Donc, la résolution la plus importante, on va dire, en termes de valeur, en termes de droit international, puisqu'elle se place sous le chapitre 7 des Nations Unies, c'est la résolution 2215 du 14 avril 2015, qui, je cite des parties de la résolution, qui exige que les miliciens houthistes mettent fin à la violence au Yémen et libèrent les zones qu'ils occupent et qu'ils s'abstiennent de toute provocation ou menace envers les États voisins. Cette résolution impose des sanctions, dont un embargo sur les armes, un embargo qui est uniquement dirigé vers les Houthis et les anciennes parties de l'armée yéménite qui sont restées fidèles au président Saleh
dont Christophe vous a parlé. Alors le Conseil de sécurité, dans la même résolution, prie instamment les partis yéménites de répondre favorablement à la demande que leur a faite le président du Yémen de participer à une conférence à Riyad sous les auspices du Conseil de coopération du Golfe. Voilà, donc c'est une résolution qui a été votée à la quasi-unanimité du Conseil de sécurité. Il y a eu simplement l'abstention de la Russie. En 2015 et en 2016, il y a eu une succession de résolutions. La plupart visaient à alourdir la liste des personnes qui étaient soumises aux sanctions, à gérer l'embargo décrété dans la résolution 2215. Et aussi, à la fin 2016, je pense, ils sont parvenus à désigner un représentant spécial des Nations Unies pour voilà, une solution politique au conflit yéménite. Alors en octobre 2017, c'est à ma connaissance la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Yémen. C'est une résolution qui a été faite sous la présidence française du Conseil de sécurité, qui là réitère le soutien à une solution politique comme unique voie pour mettre fin au conflit au Yémen. Les membres du Conseil de sécurité ont fortement regretté l'absence de progrès du processus politique et la détérioration de la situation humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut constater très très rapidement quand on voit l'évolution historique de ces différentes résolutions? C'est que d'abord au début il y avait l'identification d'un seul côté, on va dire, comme responsable de l'instabilité au Yémen, c'est-à-dire les Houthis et les factions fidèles à Saleh, et pas du tout les membres de la coalition internationale, au point que les Nations Unies demandent aux partis au conflit de répondre aux invitations du Conseil de coopération du Golfe, qui est tous les pays qui sont membres du Conseil de coopération du Golfe sont membres de la coalition internationale contre le Yémen, à l'exception d'Oman. Voilà, donc à la fin, on constate qu'il y a un caractère moins péremptoire dans les résolutions du Conseil de sécurité. Elles sont plus équilibrées dans le sens où elles visent de plus en plus à pointer les responsabilités de la coalition internationale dans différentes exactions qu'elle commet sur le territoire yéménite. Voilà. Alors, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. On a tous une idée de l'importance de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient en général, enfin de la péninsule arabique dans l'importation d'armes. Je vais juste le rappeler très rapidement pour vous montrer à quel point cette idée est vraie. Donc, l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros importateur d'armement au monde. Pour la période 2012-2017, ça correspond à un peu moins de 10% de toutes les importations mondiales d'armes. Il est le quatrième pays le plus dépensier au monde dans le domaine militaire. Donc ça vous donne, ça relativise un tout petit peu le point précédent. Alors si on prend un point de vue régional, le transfert d'armes vers le Moyen-Orient a augmenté de 86% entre la période 2007-2011 et 2012-2016. Et donc les États-Unis et plusieurs États occidentaux, d'Europe occidentale, sont restés et restent encore maintenant les principaux fournisseurs d'armes de ces pays. Tout au long de la période 2012-2017, je donnerai des chiffres un tout petit peu plus précis tout à l'heure. Voilà, ici je vous donne le chiffre uniquement de l'Union européenne, parce qu'après je parlerai plus spécifiquement des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et de la Belgique. Si on prend les 28 États membres de l'Union européenne, ils ont autorisé l'exportation pour 57 milliards d'armes vers le Royaume d'Arabie Saoudite et 43 milliards vers les Émirats Arabes Unis. Je mets souvent Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis parce que c'est les deux principaux protagonistes de la coalition internationale, mais vous avez vu dans l'infographie de Christophe que c'est très très relatif, puisque si je me souviens, c'est 15 jets qui sont utilisés par les Émirats Arabes Unis contre 100 de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, avec la défection du Qatar, je pense que si on fait la somme de l'effort des autres pays, ça équivaut exactement à la somme de l'effort ça équivaut à l'effort de l'Arabie Saoudite, à l'effort de guerre. Pardon. Voilà, donc ces importations d'armes qui ont fortement augmenté au Moyen-Orient, bien sûr, ont contribué à l'instabilité, aux conflits violents et aux violations des droits de l'homme dans la région. Ça, c'est une position de principe de dire ça. Après, on peut voir à quel point ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, de manière directe ou indirecte, mais c'est clair que le fait d'envoyer des armes dans une région qui est déjà bien armée, nécessairement, il y a des transferts qui se font, non pas directement des utilisations de ces armes-là dans les conflits en question.
Alors je vais vous montrer, ici je vous fais un petit échantillon très rapide du fait que le conflit au Yémen, mais aussi simplement l'armement de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont un concentré de tout ce qu'on peut faire dans le monde entier. Et évidemment essentiellement dans les pays occidentaux, en tête desquels les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, bonjour, excusez-moi, pas de problème, et la Belgique. Alors, si on prend le cas des avions qui sont utilisés par la coalition internationale pour bombarder le territoire, Christophe vous a rappelé le chiffre faramineux du nombre de bombardements qui sont effectués depuis le début de la guerre au Yémen, on retrouve des F-16 américains, des F-15 américains de deux entreprises différentes, on retrouve des Typhoon qui sont construits par un consortium qui s'appelle Eurofighter, qui est basé en Angleterre, mais avec lesquels qui est un consortium d'entreprises essentiellement anglaises, allemandes et italiennes. On retrouve des Mirage français, des Mirages qui sont construits par Dassault. Certains de ces avions, donc évidemment essentiellement les Mirages, sont ravitaillés pour la guerre au Yémen. Hein. Je parle par deux avions Airbus, des avions ravitailleurs Airbus, donc qui sont construits par la France aussi. Dont un de ces avions qui est utilisé au Yémen actuellement a été livré après le début du conflit. L'Arabie Saoudite utilise des avions radars, donc des avions AWACS Boeing américains et Saab de Suède. Si on prend les hélicoptères qui sont utilisés au Yémen, on retrouve des hélicoptères Apache de Boeing américains, des hélicoptères Bell américains aussi, des hélicoptères Cougar qui sont fabriqués par EADS en France. Les chars, même chose, il y a des chars américains, il y a des chars Leclerc. Ici, vous voyez que j'ai mis en gras Nexter, donc, qui est l'entreprise qui construit les fameux chars Leclerc. Je signale que Nexter est dans la même situation que la FN Airstyle, puisqu'elle est à 100% sous actionnariat français. Donc c'est une entreprise publique. Un service public, on pourrait dire. Si on prend le cas des véhicules blindés, on retrouve des véhicules blindés construits par Renault, français forcément, des véhicules blindés émiratis, puisque les Émirats Arabes Unis construisent leurs propres véhicules blindés, et des véhicules blindés canadiens. Si on prend le cas des véhicules blindés Renault, c'est un contrat à passer avec l'Arabie Saoudite de la livraison de 470, je pense, véhicules blindés, dont certains ont été livrés aussi après que l'Arabie Saoudite ait fait preuve de son savoir-faire dans le conflit au Yémen. Et j'ai mis les véhicules blindés canadiens en gras. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes présomptions que certains de ces véhicules soient munis de tourelles de chars construites par une entreprise qui s'appelle CMI, qui est une entreprise liégeoise, qui a effectivement, de toute façon, construit des tourelles de chars à destination de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un fait avéré. Simplement, on n'a pas encore les preuves pour le moment, même si les suspicions sont grandes, que ces fameuses tourelles de chars aient été utilisées sur le territoire, sur le théâtre yéménite. Alors on peut continuer l'inventaire. Si on prend par exemple le blocus maritime qui est organisé par l'Arabie Saoudite, ce sont notamment des corvettes qu'on appelle Baïnouna qui sont utilisées, des corvettes qui sont construites, enfin c'est un financement franco-émirati, mais elles sont essentiellement construites en Normandie. Les bombes sont américaines, sont anglaises et italiennes, et en plus de ça, il y a certaines bombes à sous-munitions qui sont utilisées par la coalition et par l'Arabie Saoudite au Yémen. En tout cas, on a répertorié 19 cas de bombardement avec des bombes à sous-munitions. Ces bombes à sous-munitions sont fabriquées par les États-Unis, l'Angleterre et le Brésil, et c'est eux qui vendent ces bombes à sous-munitions à l'Arabie Saoudite. Voilà, je ne sais pas qui avait dit. Je vais aller un petit peu plus vite. Simplement, là, je voulais vous rentrer un tout petit peu, pas dans les détails, mais juste pour aller plus dans le cas spécifique des États-Unis, et puis de l'Angleterre et de la France. Vous allez voir, ça va se répéter, parce que, essentiellement, sur le cas des États-Unis et de l'Angleterre, en fait, ce qu'ils font, à des degrés divers, mais ce qu'ils font est plus ou moins semblable. Donc, je vais quand même beaucoup me répéter. Simplement, pour la France, il y a un cadre politique, il y a un positionnement politique clair qui a été pris par le gouvernement Hollande, et donc je vais plus revenir là-dessus sur le cas français. Voilà. Les États-Unis donnent un soutien, comme Christophe l'a dit, indispensable pour que la coalition internationale, au premier rang desquels l'Arabie Saoudite, puisse faire la guerre au Yémen. Sans les États-Unis, la guerre, enfin, la capacité saoudienne serait réduite à néant en quelques semaines. Je pense que c'est ça que tu as dit.
Voilà. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, dans un cadre général, les États-Unis sont les premiers fournisseurs d'armes du Yémen et des Émirats arabes unis. C'est la moitié de l'armement saoudien qui provient des États-Unis. Plus de 65% de l'armement des Émirats arabes unis provient des États-Unis. Alors au lendemain, donc le conflit a été... donc l'Arabie saoudite a annoncé l'entrée en guerre du Yémen la nuit du 25 au 26 mars. Donc le 27 mars, il y a un communiqué du Conseil national de sécurité américain qui signale que le président Obama a autorisé la fourniture de soutien logistique et de renseignement pour appuyer les opérations militaires du Conseil de coopération du Golfe. Et ce communiqué signale aussi qu'une cellule commune de planification avec l'Arabie saoudite a été mise en place. Donc c'est une cellule sur le territoire saoudien, à l'intérieur de laquelle se retrouvent des militaires saoudiens, et probablement des militaires politiques aussi, saoudiens, américains et anglais, pour voilà, faire un partage de renseignements, un partage un partage cartographique, et pour identifier les cibles à bombarder. Voilà, les États-Unis participent aussi au ravitaillement en vol des avions essentiellement saoudiens. Ils ont répertorié en tout cas plus de 9000 opérations de ravitaillement faites par l'armée américaine pour des avions de la coalition internationale. L'armée saoudienne est évidemment formée et entraînée pour l'utilisation des différents armements qu'ils ont achetés aux États-Unis, c'est évident. Et alors, en mai 2017, autre chose, Donald Trump est en visite en Arabie Saoudite et il signale à ce moment-là qu'il vient de signer un contrat d'une valeur de 110 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite, 110 milliards de dollars d'armement, évidemment. Alors ça signe le réengagement plus fort des États-Unis après un très léger et très timide désengagement de Barack Obama, qui avait commencé voilà, un an en 2016, même si Barack Obama a continué à faire ce qu'il a depuis le début de la guerre au Yémen. Alors, donc, je vous disais que l'aide ou la collaboration américaine était aussi une aide concrète sur le terrain. Donc, ils sont entrés plusieurs fois sur le territoire yéménite avec des soldats, des forces spéciales. Il y a au moins 3 raids qui ont été organisés en 2017, dont un dont vous avez probablement entendu parler, puisque c'était une semaine après l'investiture de Donald Trump, le 29 janvier, si je me souviens bien. Un raid qui a été une catastrophe, puisqu'il y a énormément de pertes civiles, dont au moins 10 femmes et enfants, et surtout il y a eu un militaire américain qui a été tué pendant ce raid-là. Je crois que vous vous en souvenez si vous êtes un petit peu attentif. On ne parle pas souvent du Yémen, mais je crois que c'est une des dernières fois qu'on a parlé du Yémen, c'était pour ce raid raté de l'armée américaine. Il y en a eu ensuite, donc les raids sont officiellement annoncés comme étant des raids contre Aqba, donc Al-Qaïda en péninsule arabique. Comme ça vous l'a dit, ça fait un petit moment maintenant que les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme sur le territoire yéménite. Je vous l'ai rappelé aussi au début de ma présentation. Donc en mai 2017, il y a encore eu un autre raid, et en août 2017, là de nouveau, la présence avérée de membres des forces spéciales américaines autour de la ville de Moukalla, donc dans une province qui s'appelle Chabwa. Et là, je voudrais juste, de nouveau, sans faire de lien de causalité, attirer l'attention sur le fait que cette région est la région où se concentrent l'essentiel des réserves pétrolières du Yémen, et ces réserves pétrolières étaient, avant le début des hostilités, gérées et travaillées par Total, donc les multinationales, transnationales françaises du pétrole. Voilà, et alors parallèlement à ça, depuis janvier 2017, on dénombre au moins 124 attaques par drone qui ont fait 163 morts, ceux qui ont été répertoriés en tout cas, attaques par drone de l'armée américaine, ce qui représente une augmentation de presque 300% comparé à 2016. Il faut savoir que Barack Obama a multiplié les attaques par drone au Yémen par rapport à ce qu'a fait son prédécesseur George Bush. Donc on constate vraiment une augmentation exponentielle de l'attaque par des drones américains sur le territoire yéménite. Voilà, là je vais aller très très vite. En fait, l'Angleterre fait exactement la même chose, comme je vous disais, que les États-Unis, si ce n'est qu'elle le fait dans des proportions un petit peu plus timides. Je voudrais juste insister sur ce point-ci. Donc entre mars
2015 et avril 2016, l'Angleterre, donc vraiment au plus fort du conflit, et à un moment où les Nations Unies, enfin, les agences des Nations Unies commençaient à se plaindre du blocus militaire et annonçaient la catastrophe humanitaire qui était en train de couler au Yémen. À ce moment-là, donc entre mars 2015 et avril 2016, l'Angleterre a vendu pour près de 3 milliards de matériel militaire à l'Arabie Saoudite. Et ces 3 milliards concernent 80 entreprises qui sont réparties sur 400 endroits au Royaume-Uni. Vous pouvez aller sur Internet faire une recherche, j'ai vu cette carte, et vous pouvez voir que en fait, tout le Royaume-Uni est concerné. En tout cas, il y a tous les bassins industriels, en tout cas, ça quadrille tout à fait l'ensemble du Royaume-Uni, c'est assez impressionnant. Voilà, donc ça, pour l'essentiel, c'est la même chose. Et je signale aussi que l'Angleterre, comme les États-Unis, font certains bombardements par drone, des ciblages, mais aussi des frappes. Et il y a une enquête dans un magazine qui s'appelle Vice News qui a été publiée en avril 2016 qui montre que cette campagne, ce travail de ciblage et aussi de frappe il catégorise ça comme un rôle crucial et soutenu de l'Angleterre pour l'effort de guerre de la coalition internationale. Voilà, je vais maintenant passer à la France. Pardon, j'essaie de faire très très vite parce que je pense qu'il est assez tard, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hein, la situation se répète. Moi, je donne des chiffres. Vous devez évidemment pas. L'idée, c'est pas que vous les reteniez, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de l'aide, l'ampleur de la collaboration, l'ampleur de la responsabilité, et surtout le gouffre qui existe entre cette ampleur-là et le silence médiatique et politique sur le conflit au Yémen. Alors. Ici, la France, comme je vous le disais, c'est plus curieux politiquement et plus intéressant pour nous, en tout cas pour moi, comme travailleur de la CNAPD, mais aussi comme citoyen belge probablement. Jean-Yves Le Drian, lui, a directement catégorisé le conflit au Yémen comme un risque pour sa sécurité, pour la sécurité nationale de la France. Les États-Unis, l'Angleterre ne vont quand même pas jusque-là, donc je vous rappelle que les frères Kouachi, qui ont fait la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, se revendiquaient de Al-Qaïda en péninsule arabique. Ok, donc c'est là-dessus que Jean-Yves Le Drian va insister, donc, ministre de la Défense de l'époque, pour souligner à quel point le problème du Yémen est un problème aussi pour la sécurité nationale de la France. Et dans le discours qu'il fait pour signaler son point de vue, il pointe essentiellement l'Iran. Donc évidemment, il fait un lien avec ACPA, mais vous pouvez constater en lisant ce paragraphe-ci que implicitement, c'est essentiellement l'Iran qui est posé comme le danger à combattre et ce qui explique le soutien matériel, logistique et opérationnel de la France. Comme vous le voyez dans la dernière phrase, par exemple, donc, la France ne transigera jamais avec ceux qui veulent une fois encore détruire les institutions légitimes d'un État pour accroître leur influence et réaliser le rêve d'une puissance régionale et hégémonique. C'est évident que c'est l'Iran qui est pointé ici. Et donc, avec ce lien qui est fait entre les frères Kouachi et Charlie Hebdo, ACPA et aussi un petit peu l'Iran, on constate qu'il y a plusieurs éléments qui sont avancés à ce moment-là par Jean-Yves Le Drian, donc par le gouvernement français, officiellement, de storytelling pour pouvoir légitimer une intervention militaire directe de la France au Yémen. Bon, c'est des éléments qui ne seront pas utilisés. À ce moment-là, ça pouvait paraître inquiétant pour les observateurs qui s'inquiéteraient de voir une emprise encore plus directe de la France dans l'effort de guerre au Yémen. Voilà, et je rappelle aussi qu'à 250 km d'Aden, donc du port où Hadi est enfermé et gouverne ce qui reste du Yémen, il y a la plus grande base militaire en Afrique, qui est à Djibouti, qui est une base tant aérienne que navale que terrestre, avec où sont casernés 1450 militaires. Voilà, d'ailleurs, ces militaires sont intervenus sur le territoire yéménite pendant le week-end de Pâques 2015 pour évacuer certains ressortissants français et européens. Voilà. De nouveau, la France aussi, et là de manière plus significative que l'Angleterre, mais moins que les États-Unis, elle aussi a signé des contrats avec l'Arabie Saoudite en plein effort de guerre. Donc là aussi, un moment politique où c'était quand même difficilement légitimable de le faire, enfin, de mon point de vue, mais je pense que du point de vue de plus ou moins tout le monde, me semble-t-il.
Donc, par exemple, en 2015, la France a octroyé pour 16 milliards d'euros de licences d'exploitation au Royaume d'Arabie Saoudite, et concrètement, ça a résulté en 900 millions d'euros d'équipements militaires qui ont été directement, donc qui ont été payés par l'Arabie Saoudite cette année-là. Et pendant tout le moment de la guerre, donc depuis le début de l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite jusqu'à maintenant, jamais le gouvernement français n'a indiqué avoir refusé, révoqué ou suspendu des autorisations d'exportation d'armes. Donc, de nouveau, pour la France, vous l'avez entendu, on parle pas pour la Belgique, c'est simplement des armes légères, mais la France sont des hélicoptères, des chars, des avions, c'est tout l'attirail dont a besoin une armée pour faire guerre. Voilà, l'armée française aussi a fait des vols de reconnaissance au-dessus du territoire de l'espace aérien yéménite au bénéfice de l'Arabie Saoudite. Voilà, je vais passer directement à la Belgique si vous voulez. Alors, en Belgique, c'est un petit peu plus un petit peu plus nuancé, puisque essentiellement nuancé du fait d'une résolution que le Parlement fédéral a votée au mois de juin de l'année passée, juin 2016. En fait, une résolution qui va extrêmement loin dans les récriminations de la Belgique contre l'Arabie Saoudite, et qui va jusqu'à demander aux entités fédérées de... je vais reprendre le... Juin 2017. Juin 2017, hein, ouais, je me disais bien, je me suis trompé dans la transcription. Voilà, qui demande aux entités fédérées, c'est la dernière phrase de la slide, de mettre fin à l'importation, à l'exportation et au transit avec le Royaume d'Arabie Saoudite de technologies et d'équipements militaires. Je passe la phrase, il parle de certains types d'équipements, mais l'idée est là en tout cas. Et cette résolution rappelle aussi une autre résolution du Parlement européen qui va aussi extrêmement loin dans les récriminations vis-à-vis de la coalition internationale et de la manière dont elle fait la guerre au Yémen, et une résolution du Parlement européen qui demande aussi devrait à imposer un embargo européen sur les armes vendues, enfin, pour des armes surtout vendues à l'Arabie Saoudite. Pardon, je me traîne un peu en essayant de vouloir aller plus vite. Voilà. Mis à part cette résolution, on peut constater que la Belgique, au final, fait comme ses coreligionnaires européennes, c'est-à-dire qu'elle continue à vendre énormément d'armes à l'Arabie Saoudite. Entre 2001 et 2016, on parle de 3 milliards d'euros de licences d'exportation. Donc les exportations d'armes de la région wallonne vers l'Arabie Saoudite correspondent plus ou moins à environ 15% de l'ensemble des armes qui sont exportées par la région wallonne. Ici, je parle toujours sous le contrôle de Christophe, parce que là, je rentre dans son domaine de prédilection. Et alors, pour le moment, il y a encore 52 licences d'exploitation qui sont en cours de validité. Ça veut dire qu'il y a 52 licences d'exploitation qui sont suivies d'une production industrielle de la part de différentes entreprises sur le sol wallon. Alors, vis-à-vis de certaines de ces licences d'exportation, la Ligue des droits de l'homme et la CNAPD, donc à l'instigation de la Ligue des droits de l'homme, ont décidé de déposer une plainte auprès du Conseil d'État, essentiellement sur en fait 28 licences. On ne savait pas qu'il y en avait 28 à ce moment-là, mais en tout cas sur des licences qui ont été délivrées par Willy Boursu, dont le cabinet Boursu avait fait informer en fait la presse. Et donc, voilà, de nouveau, je vais essayer de reprendre un petit peu. Donc, la Libre Belgique publie un article au début du mois d'octobre de cette année-ci, donc on parle de l'année passée, en 2017, signifiant que Willy Boursu venait d'octroyer certaines licences d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite. Je pense que la Libre Belgique parlait à ce moment-là d'une vingtaine de licences. Il s'agit en fait de 28 licences, toutes délivrées par Willy Boursu, alors même que Willy Boursu est évidemment, vous le savez, membre du mouvement réformateur, qui était, en fait, les députés du MR ont été reprendre la proposition de résolution d'écolo sur le Yémen, celle dont je vous ai parlé à la slide précédente. C'est à l'instigation et avec le soutien du MR que cette résolution est passée, moment auquel le MR était dans l'opposition en région wallonne. Et donc c'est à ce moment-là que essentiellement les députés wallons ont insisté médiatiquement sur la nécessité pour les entités fédérées de travailler à un embargo effectif des armes vers l'Arabie Saoudite. Alors, retournons en situation
Benoît Lutjen. Le MR rentre dans le gouvernement de la région wallonne. Willy Boursu octroie 28 licences d'exploitation vers l'Arabie Saoudite. Et ce sont des licences qui concernent un large panel d'armements, donc des armes de petit calibre, des munitions, des dispositifs de réglage de fusées, des véhicules terrestres, probablement aussi de nouveau les tourelles de chars de série, et aussi du matériel de production, donc du matériel pour que l'Arabie Saoudite puisse développer son propre complexe militaire-industriel. Voilà, alors on a déposé une requête en suspension et en annulation. Une requête en suspension, ça veut dire qu'on demande que les 28 licences soient suspendues, donc avant leur annulation. On attend encore la décision du Conseil d'État pour la requête en suspension, donc elle a été introduite à la moitié du mois de décembre 2017. Normalement, ça prend environ 3 mois, donc on devrait avoir des nouvelles du Conseil d'État dans pas tellement longtemps. Le délai pour l'annulation, c'est beaucoup plus large. Voilà, avant ça, on avait déposé une requête en extrême urgence, donc requête en extrême urgence, si je me souviens bien, le Conseil d'État doit faire audience et doit statuer dans le mois, je pense, pas dans les 15 jours. À ce moment-là, le premier auditeur, donc une audition au Conseil d'État, comment ça se passe, il y a le président de séance et il y a un premier auditeur. Le premier auditeur donne son avis après les réquisitoires. L'avis du premier auditeur allait totalement dans le sens de notre requête à nous, donc LDH et CNAPD, et demandait aussi, soulignait la nécessité de suspendre en extrême urgence ces licences. Pourquoi? Essentiellement parce que quand la LDH et la CNAPD ont déposé une même requête quand la région wallonne exportait des armes vers la Libye, il s'est avéré en fait que les armes étaient déjà exportées après le délai pour la suspension normale. Vous m'avez suivi? Très bien. Voilà, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas sachez que la procédure est pendante pour le moment, que la région wallonne a rendu ses arguments à notre requête et que maintenant on attend une convocation du président du Conseil d'État. Simplement, ça reste un sujet qui est extrêmement tendu pour le moment. On a beaucoup de déclarations du gouvernement canadien, du gouvernement hollandais, d'autres gouvernements qui remettent en question l'exportation de leurs armes vers l'Arabie Saoudite. Donc Willy Boursu aussi, qui déclarait dans le journal Le Soir, je pense, le 19 janvier dernier, que en ce qui concerne le risque allégué que les armes se retournent contre les populations au Yémen, il veut indiquer que la région wallonne n'accorde plus de licence au ministère de la Défense. Que la région wallonne n'accorde plus de licence au ministère de la Défense Arabie Saoudite depuis l'année 2017, que les armes qui sont envoyées par la région wallonne vers l'Arabie Saoudite sont uniquement destinées à la garde nationale et à la garde royale, et que donc, voilà, pour lui, c'était une preuve qu'il n'y aurait aucun souci, qu'on ne retrouverait pas d'armes wallonnes dans le conflit au Yémen. Voilà, on sait que c'est un argument fallacieux, et que de toute façon, le fait de demander des armes à l'Arabie Saoudite continue, ça renvoie le signal politique et économique qu'on continue à soutenir la politique du régime saoudien, peu importe finalement qui utilise les armes qu'on leur envoie. Et aussi simplement, la garde nationale par exemple est stationnée à la frontière avec le Yémen et donc participe elle aussi au conflit direct avec le Yémen, et d'autres armes d'antan qui étaient à destination de la garde royale et de la garde nationale ont été retrouvées ou ont été utilisées sur d'autres terrains d'intervention extérieure, notamment Bahreïn. Voilà. Merci, désolé d'avoir été très vite, mais je me rends compte que j'ai l'impression qu'il fallait laisser un peu de place au débat, donc j'essaie de vous brosser le truc le plus largement possible. Alors, si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Merci pour cet exposé très clair et très instructif également. Avant de passer la parole au public, je voulais juste vous faire réagir rapidement sur un peu les revendications qui pourraient être portées par le mouvement pacifiste concernant la collaboration commerciale avec des régimes qui bafouent les droits de l'homme, militaire et commercial du coup. Et parce qu'on sait que, continue un peu esquissé, mais qu'au niveau politique, c'est très délicat de réclamer la fin de la collaboration avec l'Arabie Saoudite, notamment parce que il y a la moitié de l'emploi à la FN Herstal qui dépend justement des licences avec l'Arabie Saoudite. Et donc je me demandais un peu comment est-ce qu'on pouvait se réapproprier
ces revendications de la fin de cette collaboration, de façon à ce que, sans voir toujours objecter l'argument de si nous on s'en va, c'est des autres exportateurs d'armes qui prendront les parts de marché, il y aura aucune vie sauvée par la fin de la collaboration de la Belgique. Et donc voilà, comment est-ce que le mouvement pour l'appel à la démocratie peut formuler ses revendications dans le débat public? Autrement qu'en posant une position de principe, c'est pas possible, puisque c'est toujours l'argument économique qui nous sera renvoyé. C'est pour ça que j'avais insisté sur le fait que les exportations anglaises en fait concernent l'ensemble du territoire anglais, parce que c'est très fort de voir ici que la production wallonne est concentrée géographiquement, qu'il y a un fort soutien politique pour la défense de cette région, qui est aussi une région difficile économiquement, enfin, qui a souffert de la reconversion industrielle. Oui, c'est vraiment une position de principe. Moi, je sais qu'une des premières choses que j'ai dû faire comme travailleur à la CNAPD, c'était aller défendre la position de la CNAPD au moment où la CNAPD a déposé plainte avec la LDH contre l'exploitation d'armes vers la Libye, devant les travailleurs de la FNRSTAL. Moi, je leur ai dit que voilà, c'est comme les arguments sur la délocalisation. Donc, soit on se bat pour avoir des droits sociaux plus larges, mais alors il faut savoir qu'on va nous renvoyer des menaces à la délocalisation. C'est vrai que si on ne produit pas, c'est les autres qui vont produire, mais que les autres produisent, nous on ne veut pas s'en laver les mains, mais en tout cas, on ne veut pas directement participer à ça. Et puis après, ce sera l'espoir que cette décision puisse faire tache d'huile à l'international. Mais à part une position de principe, je pense que c'est pas possible. D'ailleurs, même à l'intérieur du mouvement de la paix, c'est extrêmement tendu, puisqu'on est bien conscient du fait que on est bien conscient de l'importance économique de cette production d'armement. Ceci étant, pour parler directement de l'Arabie Saoudite, il faut un tout petit peu nuancer l'importance économique de l'Arabie Saoudite. Elle est très importante. Maintenant, elle n'est pas essentielle à la survie de tous les postes de travailleurs de la FNRSTAL et des autres entreprises. Ceci étant, là de nouveau, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait, que je voudrais pousser la FNRSTAL à trouver d'autres clients pour éviter ceux de l'Arabie Saoudite, et moi j'ai pas envie que la FNRSTAL exporte d'armes en fait. Donc voilà. Juste pour rajouter une chose, bien entendu la question économique est une question qui est importante. Si on met un terme aux ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite ou vers le Moyen-Orient, vers les acteurs impliqués dans le conflit au Yémen, ce seront des familles qui se retrouveront sur le carreau. Le cas des armes est au final un cas comme un autre. Des entreprises qui mettent la clé sur la porte, ça existe tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un régime de faveur pour le secteur de l'armement? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une législation qui existe, qui est interprétée de manière extrêmement laxiste par les autorités. Si on applique la législation de manière rigoureuse, c'est la législation. Et donc, les conséquences de l'application de cette législation, voilà, c'est des conséquences qui existent, et le politique doit prendre ses responsabilités. Mais on ne doit bien entendu pas se faire prendre en otage par ce débat, tout en réalisant bien qu'il y a des familles derrière chaque travailleur, et ça c'est une réalité. Bonjour, Bark Younger, je m'intéresse depuis quelques années au conflit au Yémen. D'ailleurs, j'ai suivi les débats aux Nations Unies. Et j'ai une série de choses à ajouter à ce qui a été dit, qui était très intéressant. La première chose, c'est concernant Al-Qaïda, ACPA, qui est régulièrement droné par les forces américaines notamment. Vous vous en souviendrez peut-être, en 2016, il y a des images de la BBC qui ont montré des combattants d'ACPA aux côtés des forces pro-Hadi dans le sud du pays, en train de combattre les Houthis, et cet incident n'a jamais été véritablement souligné. Donc on a l'impression que voilà, on souffle le chaud et le froid, un peu comme avec le conflit en Syrie, où on a combattu Al-Qaïda, mais en même temps aujourd'hui Al-Qaïda escorte les troupes de l'OTAN, c'est-à-dire les troupes d'Erdogan, dans l'encerclement du réduit et du canton d'Afrin. Et autre exemple, celui des membres d'Al-Qaïda qui se trouvent juste à la frontière turque. Il s'agit de troupes composées de Français, commandées par un Sénégalais qui s'appelle Omar Diaby, nom de code Omar Homsen. Son jardin donne sur la Turquie. Et donc si l'OTAN le voulait, on aurait pu se débarrasser de lui, sauver les enfants qui ont été kidnappés, notamment par leurs parents, qui se retrouvent
sur un terrain de guerre, ces gens-là se trouvent à Idlib, à la frontière turque. Donc, je voulais souligner ce double langage et cette hypocrisie qu'il y a par rapport à Al-Qaïda. Effectivement, Al-Qaïda est combattu, en tout cas, on vit certains commandants comme Anwar al-Awlaki, qui a été l'idéologue, hein, qui est très très repris, notamment dans la propagande de Daesh, mais en même temps, on se sert d'eux, parfois directement, parfois indirectement, quand cela arrange nos chancelleries. Autre chose, la question, en voyant Alexis, j'ai envie également de souligner le drame des réfugiés africains de la Corne de l'Afrique qui vont s'échouer au Yémen. Donc la situation est tellement terrible du côté du Djibouti, du Soudan, de la Somalie, etc., que les gens montent dans des bateaux de pirates ou dans des embarcations de fortune et se retrouvent à fuir une situation de famine et de guerre en se réfugiant au Yémen, qui est lui-même soumis au bombardement, notamment de la coalition et des Saoudiens. Alors, pour revenir à la question des ventes d'armes, je pense que ce ne serait pas immoral de dire aux travailleurs de la FN Herstal que ce serait quand même tout de même sympa que les armes que vous produisez n'aillent pas tuer des enfants. Tuer des enfants, c'est quand même criminel. D'ailleurs, il y a une liste à l'ONU, une liste des pays qui sont prédateurs et qui visent les enfants en particulier, liste dans laquelle l'Arabie Saoudite a été intégrée par Ban Ki-moon en juin 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le lendemain, l'Arabie Saoudite a été retirée de cette blacklist. Et donc il y a eu ça a été un scandale et il s'avère que l'Arabie Saoudite avait menacé de cesser son financement de nombreux programmes alimentaires, éducatifs, etc. de l'ONU. Et c'est ça qui avait justifié ce retour de situation et cette volonté de vouloir en quelque sorte protéger l'Arabie Saoudite. Et donc, nous, à notre échelle, voilà, maintenant je vais quand même passer à la question. Vous agissez en tant qu'ONG auprès des institutions, auprès du Parlement belge, vous introduisez un recours au Conseil d'État. Quid de la société civile? Comment se fait-il qu'après tant d'années de guerre au Yémen, il n'y ait pas eu une seule manifestation devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, ou je ne sais pas, devant la FN Herstal ou ailleurs? Je me souviens de quelques manifestations qu'on a organisées ici avec Marie-Françoise, et on était deux pelés devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, et que ça intéresse si peu finalement le mouvement pour la paix. J'aurais aimé savoir s'il était possible d'organiser quelque chose, parce qu'à travers l'action, on peut conscientiser les gens et montrer à quel point nos gouvernements sont impliqués dans cette guerre. On a parlé des chars, etc. J'ai vu que Kaiser c'est la société Nexter, oui. Elle a gagné 1300 milliards d'euros, de dollars, pour ses ventes d'armes en Arabie Saoudite, ce qui est fou, parce que ça comprend notamment l'artillerie qui vise tous les jours la ville de Sanaa, notamment, et ça passe comme une lettre à la poste. Je veux dire, nos gouvernements, nos armées sont impliqués dans les crimes de masse. Il y a eu des funérailles qui ont été bombardées, il y a eu des salles de mariage qui ont été bombardées avec des centaines de morts, il y a des bateaux de pêche qui sont régulièrement la cible des navires de guerre saoudiens. Il y a toute l'infrastructure, mais aussi le patrimoine. Hein, vous connaissez ce Manhattan de la péninsule arabique, hein, des bâtiments qui ont 2000 ans, 3000 ans, et qui sont bombardés sans que cela ne suscite d'indignation. Il y a la vieille ville de Sanaa qui est elle aussi la cible de ces bombardements. Donc, le pays est complètement ruiné. Il était non seulement le pays le plus pauvre du monde arabe, mais en plus il est humilié, il est détruit au quotidien, et ça passe comme une lettre à la poste. Et le mouvement pour la paix est silencieux, malheureusement. Donc, ce serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour impliquer notre opinion publique et nos citoyens dans cette guerre qui est aussi la nôtre. On peut déjà répondre à ça. Voilà, moi j'ai rien à répondre, si ce n'est que oui, en effet, on peut et on doit le regretter. Ce n'est que indirectement via la proposition de la LDH de nous joindre à la procédure de plainte qu'on a pu trouver une occasion de parler du Yémen, que moi, comme travailleur de la CNAPD, en tout cas, j'ai pu trouver
l'occasion de parler du Yémen. Maintenant, maintenant, c'est ça la question que je posais au début de ma présentation. En fait, les membres de la CNAPD, donc ce qu'on pourrait appeler le mouvement de la paix, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence quand tu poses ta question au mouvement de la paix, il est directement, comment dire, un sujet de la manière dont l'actualité est organisée en Belgique. Et donc en fait, ce que je constate, c'est que quelque part, sauf sur des thématiques qui sont transversales, qui sont historiques, des thématiques dont la CNAPD continue à travailler malgré que personne n'en parle, les armes nucléaires par exemple, pour des questions de politique internationale qui font l'actualité, en fait, la CNAPD n'engage un travail effectif de mobilisation que quand il s'agit d'un sujet dont on parle déjà relativement beaucoup dans le débat public, par exemple la Syrie ou d'autres. Et donc la CNAPD manifestement a du mal à s'emparer d'un sujet qui ne fait pas actualité dans le discours dominant. C'est ça en fait. C'est la seule réponse que je peux donner jusqu'à maintenant. Moi, un élément de réponse. Donc, déjà, par rapport à la liste des Nations Unies qui cite les États ou les entités responsables de viser directement des enfants, elle a été ajoutée en 2017 sur la liste. Après le refus, après les menaces en 2016, c'est passé en 2017. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, une des raisons, donc, hormis la complexité et les raisons que j'ai avancées au début de ma présentation, qui peuvent éventuellement expliquer le manque d'intérêt ou de couverture médiatique pour le conflit au Yémen, un autre problème, c'est qu'au Yémen, il est extrêmement difficile d'identifier les good guys dans le conflit, puisque on n'a pas ici, comme l'armée libre syrienne ou bien dans d'autres conflits, on n'a pas, j'entends bien, j'explique, on n'a pas de groupe ou de mouvement avec lequel on peut se représenter la modernité, la laïcité dans le pays, et qu'on pourrait dire, voilà, eux, c'est l'avenir, c'est la démocratie, il faut les soutenir. Non, ce sont pour la plupart des groupes avec une forte connotation soit anti-occidentale, soit salafiste, soit radicale religieuse. Et donc, pour la communauté occidentale, c'est difficile de s'associer à quelqu'un et de dire il faut se battre, il faut assister. Et donc, ça reste plus simple de laisser les intérêts économiques guider le débat. Je suis photographe Unidis et j'essaye de suivre la guerre du Yémen depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai une page sur Facebook que j'ai créée juste pour ne pas être inactive, qui s'appelle Stop à la guerre au Yémen, où je mets chaque jour différentes informations. Donc, comme ça, on peut suivre. Ça, c'est ma petite graine que je mets. Alors, une chose, c'est que du côté néerlandophone, flamand plutôt, j'ai lu dernièrement que Vrede Actie a fait aussi, a demandé qu'on fasse au Parlement flamand une interpellation par rapport à une entreprise à Courtrai qui s'appelle Esterline, qui est une entreprise canadienne qui produit aussi différents matériels militaires pour la guerre au Yémen, donc qu'on envoie, qu'on exporte en Arabie Saoudite. Donc il y a les pacifistes de ce côté-là bougent également. Alors moi aussi, je dirais comme à Bahar, je suis vraiment étonnée que depuis 3 ans, il n'y a eu qu'une activité, une manifestation devant l'Arabie Saoudite. Et on n'était pas très très nombreux, l'ambassade d'Arabie Saoudite. Or, quand je vois en Grande-Bretagne, bon, je ne sais plus qui, un des deux avait dit qu'il y avait 300 endroits où on fabrique des armes pour l'Arabie Saoudite, etc. Mais je ne dis pas que tous les jours, mais régulièrement, il y a des manifestations, parfois 10 personnes, 5 personnes, devant les entreprises militaires, dans les foires, les salons commerciaux d'armement, etc. Ici, c'est quand même, je ne sais pas moi, le mouvement pacifiste, ce n'est pas un reproche à vous que je fais,
je suis aussi militante pacifiste. On ne bouge pas, quoi. C'est vraiment grave parce qu'il y a des guerres qui arrivent. Alors aussi, un des grands points qui me préoccupe très fort, parce que quand on parle de la guerre du Yémen, les ventes d'armes, moi c'est la militarisation accentuée et de la recherche et des universités et aussi de l'industrie. Et vraiment c'est alarmant quand j'ai vu, je crois la semaine passée, je ne sais plus si c'est l'UCL ou l'ULB qui fait un partenariat avec l'OTAN. L'UCL, hein. C'est catastrophique, ils font dénoncer tout cela. Quand on voit que la plupart ici derrière, d'ailleurs, comment elle s'appelle, Agir pour la paix, fait des promenades devant les lobbies auprès de l'Union européenne qui reçoivent des subsides de l'Europe, des millions et des millions pour les recherches et pour le développement technologique et des armements, y compris Israël. Hein. Bon, il faut participer, il faut mobiliser de plus en plus contre ça, parce que le travail, pour aller tuer, moi je dis non, hein, ça suffit. Avant, l'AFN produisait des motos, des raquettes, je sais plus quoi. Donc il y a moyen de se recycler, quoi. Alors, un dernier point, pour finir de façon positive et dans l'action, je sais qu'il y a un an ou deux, des personnes, notamment un avocat à Liège, avaient commencé à travailler pour porter le cas du Yémen, des victimes qui ont été blessées, tuées, qui ont subi des préjudices, devant la Cour pénale internationale comme crime de guerre commis par l'Arabie saoudite, mais avec la complicité aussi des pays européens. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas continué parce que bon, ils n'avaient pas trop les moyens, etc. etc. Peut-être que la Ligue des droits de l'homme pourrait nous informer, mais on pourrait continuer cela aussi. Donc, la loi universelle. Le problème, c'est que l'Arabie saoudite, pardon, et le Yémen, le Yémen et les Émirats ne sont pas signataires du statut de Rome, donc c'est pas les poursuivre. Non, mais par rapport à la loi universelle en Belgique. Pour ça, il faut un yéménite. Oui, c'est ça, ils avaient essayé. Donc ce serait intéressant de travailler là-dessus aussi. Il faut une victime. C'est les Yéménites qui ont essayé. Oui, des Yéménites qui allaient venir pour. Il faut un ancrage belge. Comment écrire ? Il suffit pas que. Il y avait des dossiers qui pour étaient pouvoir préparés, déposer une plainte, il ne suffit pas que des victimes viennent en Belgique déposer une plainte. La loi de compétence universelle a été complètement réformée sous pression de l'OTAN, des États-Unis, d'Israël, parce que ça partait dans tous les sens, dans le sens où Louis Michel avait voulu donner à cette loi de compétence universelle, et puis ils ont introduit des liens de rattachement avec la Belgique. Et il faut, pour qu'une victime puisse déposer plainte en Belgique devant les tribunaux belges, que la victime soit belge au moment des faits, ou réside en Belgique depuis 3 ans, je pense, soit reconnu réfugié depuis 3 ans. Et donc, ces liens de rattachement avec la Belgique sont nécessaires et quasiment jamais remplis, parce que au moment des faits, souvent la victime elle est dans le pays, elle n'est pas ici. Et donc même, on a eu le cas avec des dossiers de Gaza, des agressions militaires de Gaza, où quelqu'un qui fuit, par exemple, l'opération Plomb Durci est reconnu réfugié ici, et puis il vient dépose une plainte, on dit « Ah non, mais au moment des faits, vous n'étiez pas en Belgique, vous étiez là-bas, donc votre plainte n'est pas recevable. » C'est très cynique, et donc ça montre aussi les limites de la justice internationale et l'avantage qu'avait une loi de compétence universelle, mais réalistiquement, il n'est pas possible de fonctionner s'il y a un seul pays qui connaît une loi de compétence universelle, parce que ce pays va se transformer en tribunal du monde et n'a évidemment pas les moyens du coup. Et alors au niveau de la Cour pénale internationale, les victimes peuvent informer le procureur de faits, mais Barr a raison, il faut voir d'abord si les pays sont signataires du statut de Rome, et puis ce n'est pas la victime qui met en action l'action, le procès,
c'est le procureur. Et donc, si le procureur ne bouge pas, on ne peut rien faire. Et donc, la victime peut déposer une requête à la Cour pénale internationale en espérant que le procureur s'en saisisse et demande de pouvoir ouvrir une enquête préliminaire. Donc, ça montre aussi toutes les limites, comme je disais, de la justice internationale. Je profite d'avoir le micro pour poser des questions à nos orateurs de ce soir, que je remercie d'abord parce que c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Ma première question, et j'en ai quelques-unes, excusez-moi, ma première question va peut-être paraître très naïve. Je ne connaissais pas bien l'histoire du Yémen, je ne connaissais pas, j'avais oublié cette réunification en 1990, qui n'a pas été très heureuse vu les conflits qui ont d'emblée surgi. Est-ce que, au niveau géopolitique, cette réunification n'était pas finalement le péché originel et qu'il y a une redivision de l'État vers un Yémen du Nord et du Sud? Est-ce la solution ou est-ce la revendication de certains belligérants sur place? Voilà, votre avis là-dessus. Je disais que c'était très naïf comme question. Non, c'est une bonne question, mais j'aimerais bien y répondre aussi. Même si... Ma deuxième question, c'est que, plus particulièrement sur les armes et la vente d'armes, effectivement, on peut avoir plein de questions sur la pertinence que les pouvoirs publics, la région wallonne, qui est actionnaire à 100% de cette entreprise d'armement qu'est la FN Herstal, le cynisme et l'hypocrisie des politiques, et le MR là, vraiment nous a quand même donné un échantillon enfin, c'est incroyable, c'est juste incroyable. J'ai eu l'occasion de croiser Willy Borsu sur un plateau de télévision à RTL TVI. On est peu nombreux, on est entre nous. On était au bar d'RTL. Il intervenait juste après moi pour l'inviter après le journal. Et j'ai été lui parler de la vente d'armes et du recours qu'on avait introduit au Conseil d'État. Et je dis, mais c'est quand même bizarre, on vous a contacté avant que vous signiez ces licences d'exportation pour justement féliciter ce que vous aviez fait au fédéral. Vous faisiez partie du gouvernement à ce moment-là. Cette résolution que Didier Reynders avait poussée, qui était la résolution écolo, c'était vraiment une hypocrisie pure, parce qu'il l'avait fait uniquement parce qu'il était en difficulté pour le vote aux Nations Unies, l'adhésion de l'Arabie Saoudite au Conseil des droits de l'homme, et qu'il a dit qu'il faut remettre en cause tout notre rapport à l'Arabie Saoudite, et champion du monde pour faire diversion, il propose cet embargo qui n'engage pas le MR, vu que c'est le PS qui est à la manœuvre en Wallonie, mais ils sont pris à leur propre jeu. Je refais tout cet historique avec Willy Borsu en disant, quelle est la cohérence? Comment est-ce que le citoyen qui justement, et vous dites toujours en tant que politique, on va redonner la confiance aux citoyens et recréer cette confiance entre le citoyen et le politique, comment est-ce qu'on peut encore avoir confiance face à une telle incohérence? Là, vous êtes en mesure de ne pas signer et mettre en œuvre la résolution que vous avez votée au fédéral 2 mois plus tôt. Il dit non, non, c'est très cohérent. C'est très cohérent, je peux expliquer aux citoyens. Il y a la question de l'emploi. La question de l'emploi, on entend ça depuis 15 ans, alors que, en voyant votre graphique, là, vous vous rappelez que c'est 15% vers l'Arabie Saoudite. C'est pas ça qui va foutre la FN Herstal par terre. Or, on entend l'argument, déjà sous Di Rupo, ministre-président en Wallonie, et de Motte quand il vendait les armes, les licences d'exportation d'armes vers la Libye, en disant c'est 3000 familles qui dépendent de la FN Herstal, je ne sais plus si c'est direct ou indirect, mais en tout cas 3000 familles qui en dépendent. Et donc on revient avec ces arguments anciens. Il y a zéro effort qui ont été entrepris par la région wallonne pour diversifier la production à la FN Herstal. Effectivement, historiquement, madame a raison, ils ont produit plein d'autres choses avant, mais visiblement les armes c'était plus lucratif. Mais il y a aussi tout l'armement, toutes les armes de loisirs, hein, même si c'est un mot horrible, mais c'est peut-être mieux de fabriquer des armes de loisirs que des armes qui vont tuer des enfants effectivement au Yémen. Et donc, voilà, je pense que par rapport à la mobilisation, peut-être que l'arrêt qu'on attend du Conseil d'État, peut-être dans 1 mois ou 2, va être une occasion de mobiliser et d'aller manifester devant la FN, devant la région wallonne, devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, et que ça va aussi mobiliser. Bon, la mobilisation, c'est pas le fort de la Ligue des droits de l'homme de mobiliser des centaines de manifestants. On est plutôt dans notre rôle, avec vous, d'initier ce type de procédure. Et la Ligue des droits de l'homme, évidemment, elle est limitée par son mandat des droits de l'homme en Belgique, mais là, vu que c'est une entreprise belge qui exporte, on respecte notre mandat d'attaquer ces licences d'exportation. J'abrège, je viens à ma question sur
on dit toujours les armes wallonnes, mais alors qu'en est-il de la Flandre? On l'a brièvement évoqué ici. Moi j'ai retenu, mais c'est peut-être un peu caricaturé, que la Flandre c'est plutôt des pièces détachées qui sont vendues à d'autres pays et qui finalement se retrouvent quand même sur des territoires en guerre, que ce soit au Yémen ou en Syrie, en Irak. Y a-t-il des possibilités d'action contre ces entreprises flamandes, spécialistes en pièces détachées? Finalement, tous les problèmes ne viennent-ils pas, et c'est ma troisième question, de la régionalisation des compétences, où finalement ce sont les entités fédérées qui signent les licences d'exportation, alors que ça c'est nouveau depuis une dizaine d'années. Avant, ça dépendait du fédéral, et si on parle de plus en plus de refédéraliser une série de matières, est-ce que ce ne devrait pas être une revendication portée par nos associations de dire, mais voilà, c'est beaucoup plus cohérent de refédéraliser ce type de licence parce que c'est évidemment étroitement lié à la politique étrangère qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours fédérale. Parce qu'évidemment, il y aurait une entité fédérée qui peut vendre des armes en totale contradiction avec ce que le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement belge défendent. Et donc, vu que le mécanisme de contrôle, parce que vous connaissez ça mieux que moi, il y a un mécanisme de contrôle encore du gouvernement fédéral qui peut, est-ce qu'il a un droit de veto aux licences, où il peut encore intervenir, ou plus du tout? Je croyais avoir lu un truc comme quoi il y avait toujours une possibilité pour le fédéral d'avoir le dernier mot, mais je me trompe peut-être, et que c'est peut-être là que le problème se trouve, justement, mais d'avoir cette revendication de refédéraliser ça. Et je ne sais pas si la revente de la FNF Stal au privé serait une solution, parce que c'est peut-être un argument à double tranchant de dire c'est mieux que ce soit aux mains du public pour avoir justement encore un contrôle, alors que si c'était une entreprise privée, ce serait peut-être encore pire. Mais l'argument du ce serait pire sans nous, on l'a quand même suffisamment entendu dans d'autres matières pour savoir que ça ne fonctionne pas très bien non plus. Voilà, désolé d'avoir été long. Merci. Ouais, je vais commencer parce que c'est essentiellement Christophe qui sait répondre à toutes ces questions. Par rapport à la première question, moi ça m'a juste fait penser à quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises. Christophe a terminé sa présentation en disant qu'on constatait maintenant des contradictions et des confrontations directes entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ou certains de leurs proxys sur le terrain. Moi, ce que j'ai lu à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des suspicions de plus en plus claires que les Émirats Arabes Unis en fait, sont en train de poursuivre leur propre stratégie qui est en fait, de réinstaurer un État indépendant au sud du Yémen. Voilà, en fait, je voulais aussi peut-être souligner que bon, il y a des considérations de politique étrangère probablement, mais ce que moi j'ai constaté, en tout cas ce que je constate quand même à plusieurs reprises, c'est que en fait, quand on parle par exemple ne fût-ce que de la collaboration et du soutien américain à l'Arabie Saoudite dans sa guerre au Yémen, en fait c'est une collaboration qui n'a même plus besoin d'être justifiée. En fait, il y a vraiment une espèce de lien organique où c'est quelque part une évidence que si l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen, en fait les États-Unis vont mettre à sa disposition tout ce dont elle a besoin pour pouvoir le faire. En tout cas, pour pouvoir le faire de manière plus ou moins constructive. Donc, pas tous les moyens dedans, mais en tout cas, voilà, c'est quasiment plus soumis à débat le fait que voilà, les États-Unis doivent aider l'Arabie Saoudite. Et je me demande si, dans le réflexe un peu pavlovien qu'a la Belgique et d'autres États à se calquer sur la politique étrangère des États-Unis, s'il n'y a pas aussi quelque chose qui relève de cette idée-là, peut-être que l'Arabie Saoudite, en fait, personne n'en veut, mais tout le monde commerce avec eux parce que c'est comme ça en fait, parce que c'est eux qui sont la puissance régionale et qui sont notre meilleur agent de stabilité ou de pas trop d'instabilité au Moyen-Orient. C'est une réflexion qui me revient quand même à plusieurs reprises. Et alors juste après pour la régionalisation, moi je vais pas m'exprimer là-dessus parce que je vois pas très bien en quoi. Bon, ça pourrait permettre plus de cohérence, en effet, belge pour l'exportation d'armes vers l'extérieur, mais la nature des armes qui sont exportées par la Flandre et par la région wallonne, de toute façon, et par Bruxelles aussi, parce qu'il y a aussi un petit peu d'entreprises de l'armement sur la région bruxelloise, sont de toute façon différents. Donc il y a une réalité économique et industrielle qui est différente, et donc je
pense que le message en termes de politique internationale est de toute façon différent qu'on parle des entreprises flamandes ou des entreprises wallonnes. Voilà, simplement par rapport à la considération de savoir il faudrait que la région Wallonne-Romande ne sépare de la FN Herstal. Moi, j'ai pas non plus d'avis là-dessus. C'est toujours plus sulfureux de rappeler que la région Wallonne est actionnaire à 100% de la FN Herstal, et donc ça met un peu de piment dans notre travail quand on doit parler de ça. Donc ça, c'est rien que pour ça, c'est assez intéressant. Simplement, c'est la région Wallonne qui continue à donner une licence d'exploitation. Donc, la mainmise et le pouvoir et la possibilité de nuisance quelque part de la région Wallonne sur la manière d'exporter de ces entreprises ne changera à mon avis pas beaucoup, si ce n'est que là en effet la région Wallonne a intérêt directement à ce que le capital de la FNSTA continue à grandir, au même titre que les entreprises privées, me semble-t-il. Pour la question de la solution à deux pays, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est trop compliqué, je n'ai pas les clés pour pouvoir répondre à cette question. Au niveau des entreprises wallonnes, je pense qu'il faut, pour les mouvements pacifistes, parce que le GRIP n'est pas à proprement parler, je pense qu'il faut amener le débat à l'intérieur des entreprises. Ça, c'est une première chose qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un travail de conscientisation du travailleur qui doit être fait. On surestime peut-être le niveau de débat dans les entreprises à ce niveau-là, et l'intérêt même simplement des employeurs pour l'utilisation qui est faite des armements qu'ils produisent. Donc je pense qu'il peut y avoir une forme d'utilité à amener le débat chez le travailleur. Les syndicats aussi. Les syndicats. Oui, ça passera par les syndicats notamment, mais pas uniquement. Ensuite, la position du GRIP au niveau de l'actionnariat wallon de la FN, on est pour, parce que ça ne peut pas être mieux dans le privé, ça pourra être que pire. Donc pour le moment, la région wallonne n'utilise pas vraiment son droit, son pouvoir en tant qu'actionnaire principal. On peut espérer qu'elle le fasse un jour, mais si elle n'est plus actionnaire, la chose qui pourra se passer, c'est que l'appareil de production quittera de toute façon le pays. Donc d'une certaine manière, on réglerait le problème indirectement, mais la production se fera ailleurs. Au niveau de la refédéralisation, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Mais vu les problèmes communautaires qui existent déjà au niveau fédéral, je pense que ça rajoutera qu'une couche de problématiques. Mais c'est à étudier. Pour les armes flamandes, c'est lié à ça. Effectivement, il y a une spécificité au sud et dans le pays qui est assez marquée, et qui entraîne un problème de traçabilité au niveau des composants des systèmes d'armes produits par les entreprises flamandes, où inévitablement une partie d'entre elles sont exportées vers un pays tiers et parfois encore un autre pays au sein de l'Union européenne, et au moment de l'exportation, on ne connaît pas encore l'utilisateur final, donc ça rajoute une certaine complexité au processus décisionnel, d'où l'intérêt d'avoir une position commune qui soit harmonieuse et implémentée au niveau de l'Union européenne. Dernière chose, pour rebondir sur ce que Samuel a dit par rapport à la légalité de l'aide américaine, elle a été dénoncée. Il y a eu une résolution qui a été adoptée par le Congrès américain pour dénoncer l'illégalité en fait, de l'assistance américaine à la coalition saoudienne, puisqu'il n'y a pas eu d'autorisation de la part du Congrès américain, donc le gouvernement n'avait pas le droit de le faire. Par contre, ils n'ont pas été aussi loin que de demander que ça s'arrête ou couper les financements au Pentagone et à la défense pour ces opérations-là. Donc voilà, c'était pas légal, mais ça va continuer. Merci. On va prendre un dernier round de questions, s'il y en a. Oui, voilà, j'ai une question. On a évoqué, à l'instar de le SDH syrien, qui
faites des communiqués sur les pertes qu'il y a en Syrie, par exemple, et qu'il n'y aurait pas nécessairement au Yémen. Mais concernant aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si vos deux organisations screenent les armes qui sont employées sur ce théâtre d'opération. Parce que vous expliquez que la FN vend des armes à l'Arabie Saoudite et qui seraient utilisées sur le théâtre d'opération yéménite. À ma connaissance, tiens à préciser que je suis collaborateur de presse pour la presse spécialisée sur l'industrie de défense. J'ai pas encore observé d'armes de la FN sur ce théâtre d'opération. J'ai observé au niveau des armes légères des armes de certains pays de l'Est, comme la Bulgarie par exemple. J'ai observé des blindés français, des F-15, des Eurofighters qui ont été utilisés sur ce théâtre d'opération. Mais les armes belges, j'en ai pas observé. Alors, est-ce que c'est pas quelque part contre-productif de s'attaquer à la FN? Je ne défends pas la FN, hein, j'ai aucun lien avec la FN. Hein, mais voilà, c'est une question que je me pose. Et voilà. Donc, je voulais savoir si vous screenez, est-ce que vous faites de la veille sur le net pour voir dans les combats les armes qui sont utilisées. Hein, personnellement, je le fais. Je peux observer certaines choses. Je peux même partager avec vous si ça vous intéresse. Certaines techniques qui sont utilisées aussi de saturation de la défense antiaérienne saoudienne par de l'armement iranien, par exemple, qui n'est pas diffusé dans la presse, mais que certaines de personnes de mon entourage spécialiste ont pu observer. Et donc, voilà. Vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a un doute sur l'implication de l'Iran. Il me semble qu'effectivement l'Iran soutient quand même, on a découvert quand même quelques armements iraniens certains missiles balistiques qui ont été utilisés contre certaines bases saoudiennes, des missiles aussi de défense côtière qui ont été utilisés contre des navires de combat émiratis. Il y a l'année passée un navire qui a été abattu de la sorte. C'est un missile iranien et même une conduite de tir iranienne qui a été utilisée. Donc l'Iran est quand même fortement impliqué dans le conflit. Un petit élément en plus pour donner une idée d'importance stratégique dans le coin, outre les 3 flottes dont on a parlé, il y a la base française, détresse navale, etc. en face, mais il y a une base américaine aussi, au même endroit, et les Chinois vont bientôt en construire une. Ça donne une idée de la concentration. Et aussi un autre élément je voulais apporter, tout ce que l'Arabie importe comme armes, ils sont le 2e importateur mondial, je crois, c'est pour une population d'un peu plus de 30 000 habitants, donc 3 fois la Belgique. Oui, oui bon. Bon, maintenant pour revenir à la FN, effectivement, la FN, je crois qu'ils vendent des armes de poing, et comme il n'y a pas de troupes au sol, je ne crois pas qu'ils soient fort utilisés. Mais les tourelles de chars, le CMI, ça peut-être bien. C'est pas l'Arabie Saoudite qui a été vendus au Canada. Au Canada, mais le Canada, quand il y a eu le nouveau Premier ministre Trudeau, il a mis un parcours sur la vente de véhicules blindés. Et donc, voilà, on ne va pas vendre les tourelles toutes seules. Mais par contre, ces tourelles ont été utilisées sur des blindés pendus qui ont été vendus au Koweït. Et les armes flamandes, il y a entre autres les systèmes de guidage, d'aide assistante pour les avions. Ceux-là sont probablement utilisés sur le champ de bataille. Bon, il y a beaucoup moins en valeur que la FN, mais il y en a quand même quelques-uns. Et pour la FN, ce que je proposerais, c'est de donner un délai à la FN, dire dans 1 an, dans 2 ans, enfin je ne sais pas, on a 2 ans, c'est des élections, c'est un autre gouvernement, mais on ne donnera plus de licence d'armes vers la FN, vers l'Arabie,
vous de trouver en interne et faire pression sur les ouvriers, sur les syndicats, pour qu'ils fassent eux pression sur la direction de trouver d'autres débouchés pour les armes. Ça reste une vente d'armes, ça peut être autre chose aussi, mais donner un délai. Ne pas dire demain c'est fini, on ne donne plus de licence. Il y a déjà la FNUEC, et la FNUEC est prêt à reprendre toute la FN. Il y a une inquiétude de certains syndicats concernant ce phénomène. Les États-Unis sont prêts à la Warning. Non, c'est FNUEC qui est prêt à reprendre complètement la FN de Herstal. Et donc, il y a quelques oui, là, il y a personnes qui sont inquiètes. du contrôle. Ouais, Barbara. Dernier. C'est vrai qu'au Yémen, il n'y a pas de good guys. En fait, il n'y en a pas trop non plus en Syrie, vu que dès 2011, en fait, la rébellion syrienne s'est djihadisée. On a beaucoup d'éléments déjà en 2010 de propagande, justement. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. C'est plus difficile d'identifier ou de prétendre qu'il y en a. Ouais. Mais en fait, paradoxalement, le Yémen est le pays le plus démocratique de la péninsule arabique, dans le sens où c'est le seul pays qui est une république et non pas une monarchie. Il y a un parlement et il y a des tas de partis politiques. Et ça va des socialistes en passant par les nassériens, le parti Islah, c'est-à-dire les frères musulmans, les salafistes. Chacun a son parti politique. Je peux vous présenter 2 Yéménites, ils représentent 3 partis politiques. Je veux dire, le problème des Yéménites, c'est pas, c'est pas le débat, le problème, c'est le manque d'unité et le manque de conscience nationale, en tout cas, d'idée de rassemblement. Effectivement, je pense que la tendance sera à la scission du pays, avec un nord qui aura pour capitale Sanaa et un sud qui aura pour capitale Aden, et alors une immense province, un hub terroriste du côté de Hadramout, entre, je dirais, la partie fertile et intéressante commercialement parlant, et Oman, qui est à l'autre bout de la péninsule. Je crois que c'est ça qui risque de se profiler, parce que, bon, comme vous l'avez dit, le front ne bouge plus depuis plusieurs mois déjà. Et à ce sujet, je me demandais si le mouvement pour la paix en Belgique ne pouvait pas éventuellement promouvoir un message de paix au Yémen, sachant que voilà, il n'y a pas de good guys peut-être, mais on pourrait dire cessez de vendre des armes, mais faites la promotion d'une solution politique, de négociation, comme elles ont eu lieu à Genève et puis à Oman, justement, qui est quand même un pays qui est un peu intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et de dire que Bruxelles pourrait par exemple accueillir ce genre de réunion, de conférence pour la paix au Yémen. Ça pourrait être une piste parmi d'autres, je ne sais pas si elle est réaliste, mais voilà, plutôt que de dire on est contre, on peut aussi dire en tant que pacifiste, on est pour une solution politique, et d'ailleurs on propose que le Parlement européen ou je ne sais quelle autre institution parraine ce type de rencontre. Pourquoi faire un embargo sur l'Arabie Saoudite et pas toute la coalition qui parle? Le Maroc est dans la coalition, et la Belgique a participé à l'installation d'une industrie d'armement léger au Maroc, par exemple. Vous avez aussi de l'Égypte qui est aussi impliquée, vous avez des Émiratis aussi qui sont impliqués. Pourquoi viser uniquement l'Arabie Saoudite? Le plus grand problème, je pense, après l'Arabie Saoudite, c'est vraiment les Émiratis, on n'en parle pas assez. C'est vraiment une puissance qui a un champ d'action et une influence qui va jusqu'à Bruxelles. Hein. Vous savez, la semaine dernière, le Parlement européen a été, a accueilli une conférence antiterroriste présidée par Rachid Haddati, et on sent très vite que l'Haddati qui allait mendier quelques centaines de milliers d'euros au Qatar, et elle avait en fait accusé une fin de non-recevoir. Maintenant, elle se tourne vers les Émiratis. Les Émiratis ont mis la main sur l'île de Socotra, qui est cette fameuse île mystérieuse avec une végétation unique au monde, etc., et qui pourrait être un débouché touristique, commercial important pour le Yémen. Les Émirats ont des prisons secrètes du côté d'Aden. Les Émirats soutiennent les salafistes parce que dans le sud, c'est la force, je dirais, ethno-confessionnelle la mieux organisée. Donc ils ont quand même un sale rôle dans ce conflit, et on en parle beaucoup moins parce que c'est un pays qui a quand même
à la fois libéral, fortuné, et voilà, qui est un allié stratégique aussi. La parole des intervenants. Pour répondre juste à cette question-là, pourquoi se focaliser sur l'Arabie Saoudite? Parce que c'est déjà tellement dur de mobiliser sur cette question-là que si on commence à cibler tous les pays de la coalition, ça devient très problématique, enfin ça devient impossible. Et puis on peut espérer que si l'Arabie Saoudite n'a plus les moyens de soutenir la coalition disparaîtra d'elle-même, puisqu'elle n'a pas vraiment la capacité de survivre sans l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est pour cette question-là. Ensuite, pour le screening des armes utilisées, je ne passe pas mon temps à le faire, mais j'essaye de le faire le plus possible, donc je serais très intéressé de discuter avec vous. Et j'ai la même conclusion que vous, c'est que pour le moment, je n'ai pas été amené à observer des armements belges sur le territoire yéménite, si ce n'est probablement à la zone frontalière, mais à savoir si c'est sur le territoire yéménite ou sur le territoire saoudien, ça reste très difficile à dire, mais donc voilà. Au niveau des armements iraniens, j'ai pas dit que l'Iran ne soutenait pas les Houthis, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que le soutien iranien n'était pas déterminant et n'expliquait pas la vitalité et l'ascension des Houthis au Yémen. S'il y a une chose que l'Iran probablement permet aux Houthis de faire, c'est de représenter une menace pour le territoire saoudien au niveau de l'envoi des missiles balistiques. Après, pour les capacités Houthis à maintenir le contrôle sur une aussi grande partie du territoire yéménite, je ne pense pas. Je vais donner une anecdote. En quoi ils menacent le territoire saoudien? Ils ont balancé quelques missiles balistiques et les patriotes, qui sont un des systèmes antimissiles les plus performants du monde, n'ont pas su les éviter. C'est grâce aux Iraniens. Les Iraniens ont fourni des drones qui ont saturé ces batteries antimissiles. Et à travers ces drones, les Houthis ont balancé un Scud qui atteint une base aérienne. Peut-être que pour la capacité des Houthis à cibler le territoire saoudien, le soutien iranien est indispensable. Pour le reste, pour l'activité Houthi sur le territoire yéménite, donc je ne parle pas de l'envoi de bombes en Arabie Saoudite, ce qui représente 99% de l'activité des Houthis au Yémen, la guerre menée contre les forces de Hadi, contre Saleh, le maintien du territoire, le maintien du contrôle sur leur territoire, je ne pense pas que le soutien Houthi, le soutien iranien soit déterminant, et je me demande même quel intérêt l'Iran trouve là-dedans. Ensuite, et en plus de ça, les Houthis et Saleh ont mis la main sur 70% des stocks d'armes de l'armée régulière yéménite, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'armement conventionnel, non technologique. Oui, quand il y a de la technologie, là il y a un besoin d'une aide extérieure, mais ils n'ont pas besoin de technologie pour atteindre leurs revendications de contrôle du territoire, de défense des Haïdites, enfin voilà. Ensuite, pour ce qui est de la reconversion, Borsu a demandé dans un article, je crois que c'est celui de janvier ou celui d'octobre, je ne sais plus lequel, il a expliqué avoir demandé aux entreprises wallonnes de présenter un plan de reconversion sur 5 ans. Donc ça a été fait. Il l'a demandé, maintenant il faut voir le suivi. Ça c'est au niveau du Parlement wallon. Il faut que des parlementaires wallons interpellent Borsu pour demander où ça en est, est-ce qu'il a reçu des plans de reconversion ou pas. Mais il a affirmé dans la presse avoir demandé des plans de reconversion. Je crois que c'était dans le dernier article de janvier, je pense. Ou avant, ou c'était fin 2017. Pour ce qui est de ces mis au Canada, à ma connaissance, le Canada n'a pas mis d'embargo sur l'Arabie Saoudite. Ils ont fait des enquêtes par rapport à l'utilisation des blindés légers dans l'est de l'Arabie Saoudite, dans la répression de la minorité chiite. Mais il n'est pas encore question d'embargo au Canada. En tout cas, ils ont suspendu la vente. Et en plus, la résolution à l'ONU, elle est canadienne. Elle a été faite, rédigée par les Canadiens et les Hollandais. Alors, est-ce qu'ils suspendent l'octroi de nouvelles licences ou est-ce qu'ils suspendent la réalisation des licences octroyées par le passé? Moi, je parle du contrat, du mot
ANA avec des tourelles CMI. Et les contrats avec General Dynamics Land System? Il a été suspendu. Avec le General Dynamics Land System? Oui, c'est ce contrat-là. Ce contrat-là a été suspendu. Monsieur, ça devient très technique. Ok. Je serais content d'avoir cette confirmation-là qu'il a été suspendu. Je n'ai pas vu cette information-là. Et oui, j'ai pas entendu les systèmes de guidage. Vous parlez des systèmes de guidage? En Flandre, Ah, il y a des entreprises flamandes qui fournissent des systèmes de guidage ou d'assistance au guidage des avions et qui peuvent s'appliquer aux avions civils comme militaires. Ah, oui, ok. Ouais. Mais vous parlez d'un système de guidage particulier ou non, de manière générale? Je ne le connais pas. On a aussi la SAPCA qui fait des éléments du F-16 et certains F-16 certains pistes sont sous-traités par la SAPCA. Les F-16 par exemple des Émiratis, c'est les Émiratis qui utilisent des F-16. Bon, ben merci à nos deux intervenants et merci au public pour sa participation. Je trouvais ce débat vraiment très réjouissant parce que c'est bien qu'on ait pu parler de ce sujet et je crois que c'est tout à fait légitime de s'indigner de toutes les situations dans le monde d'injustice, mais je pense qu'on a une responsabilité particulière quand nos gouvernements sont directement impliqués dans cette injustice et donc voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait un intérêt